Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une review de la RTX 3080 de Nvidia. Normalement, elle sort demain par rapport à la sortie de cette vidéo, et aujourd'hui, vous avez toutes les reviews qui sortent des reviewers. Évidemment, vous allez certainement être spammé si vous suivez beaucoup de chaînes tech, et du coup, je vous propose de justement voir ce que donne cette RTX 3080. Alors avant de parler performance, on va y arriver très vite, je vous rassure, on doit parler de ce modèle Founder Edition et un petit peu de son design qui, selon moi, est très intéressant. Donc, Nvidia a commencé les Founder Edition, je vous rappelle, avec la série des GTX 780 et elles étaient vraiment pas mal. Il y avait une construction plus en métal, donc ça donnait un design plus classe. Ils l'ont amélioré avec évidemment les GTX 1080 et 1080 Ti aussi, Founder Edition, qui elle était encore un peu plus un design angulaire, encore un peu plus de métal. Et puis avec la série évidemment des RTX 2000, ils ont introduit le design avec 2 ventilateurs pour mieux refroidir la carte. Donc là, en plus que le design soit amélioré, elle était plus performante et mieux refroidie. Avec la série des RTX 3000, Nvidia était encore plus loin ici avec un design qui est radicalement différent de ce qu'on a pu voir par le passé. Donc déjà, quand vous l'ouvrez dans la boîte, vous êtes présenté par l'arrière de la carte, ce que normalement vous voyez le plus dans un PC en réalité, mais qui est bien souvent juste une backplate, donc juste une plaque de métal avec des jolis designs et tout. Non, ici vous avez évidemment écrit RTX 3080, mais vous avez un ventilateur. Et de l'autre côté, vous avez un autre ventilateur. En gros, ce ventilateur-là aspire de l'air, le rejette à travers évidemment le refroidissement de la carte et par l'arrière justement de cette carte. Et l'autre ventilateur, lui, aspire l'air à travers le radiateur et le rejette par le haut directement vers le haut du boîtier. Donc c'est un design plutôt intelligent, plutôt logique aussi, qui offre des plutôt bonnes performances, on le verra après dans les tests que j'ai pu faire, et qui est surtout vraiment silencieux. Beaucoup plus silencieux. C'est selon moi la carte fabriquée entièrement par Nvidia la plus silencieuse qu'ils n'ont jamais fait. Et c'est vraiment cool à voir en fait. Parce que maintenant, vraiment, si vous êtes en mode « Oh, j'aimerais une 3080 », d'habitude, pour les autres générations de cartes, je vous aurais dit « Attendez les modèles custom ». Ici, je suis en mode « Les modèles custom seront très bien, certainement. Il n'y aura aucun problème avec. Mais ce modèle Founder Edition, selon moi, vaut largement la peine d'être acheté aussi. » Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il soit, selon moi, bon et aussi plutôt classe niveau design et même assez unique. Hein. Il y a très peu de cartes qui ressemblent à ça. Un autre avantage, c'est que Nvidia vend ses cartes directement sur leur site à des prix fixes qui ne varient presque jamais. À part pour diminuer, ils ne varient presque jamais. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que les modèles custom, des fois, varient selon la demande. Et à mon avis, vu les performances de cette carte, il va y avoir beaucoup de demandes et ça ne m'étonnerait pas que les modèles custom justement soit plus cher que cette Founder Edition. Donc si vous avez de la chance de trouver du stock sur le site, ce serait certainement l'un des meilleurs modèles à acheter, comme je le dis, d'un point de vue refroidissement, bruit, performance et surtout prix, et ça c'est assez important. Trêve de blabla à propos de ce modèle Founder Edition, il est évidemment très intéressant, mais ce qui intéresse le plus les gens, je pense, c'est les performances dans les jeux vidéo de cette carte. Donc je l'ai comparé évidemment à 2 cartes qui ont un rapport direct. Vous avez la 2080 Super Founder Edition qui est vendue un petit peu plus cher, donc c'est un peu sa concurrente directe en quelque sorte. Et vous avez la 2080 Ti qui était évidemment le top du top des RTX 2000, encore une fois en Founder Edition, comme ça on a une bonne comparaison, et qui du coup, on va voir si elle se fait battre aussi par cette 3080. Spoiler alert, c'est totalement le cas. Au niveau de la sélection de jeux, j'ai pris des jeux qui selon moi représentent assez bien ce que les gens aiment bien. Donc on a des jeux plus vieux, des jeux plus récents, on a aussi des jeux qui supportent le ray tracing, on a des jeux récents aussi qui supportent des meilleures technologies plus récentes, donc ça permet de voir s'il y a une upgrade ici. Et du coup, je pense que ça permet de bien comparer. Et j'ai fait tous les tests en 4K parce que là, ça permet de voir vraiment les performances de la carte sans être limité par le processeur. J'aurais pu faire des tests en 1440p, mais UPS a perdu le colis pendant quelques jours, donc je n'ai pas eu plus de temps pour faire plus de tests. Donc voilà, commençons tout de suite. Alors je vais vous épargner plein de commentaires sur chaque jeu que j'ai testé. Je pense que les graphiques parlent pour eux-mêmes et que les performances aussi parlent par eux-mêmes. Pour information, c'est un plus gros saut de performance entre la 3080 et la 2080 Ti que ce qu'on avait eu avec la 1080 et la 980 Ti.
mini conclusion performance. Il y aura une full conclusion à la fin de la vidéo. Juste pour vous donner un ordre de comparaison. Donc, dans les jeux classiques sans ray tracing, ça veut dire que la 3080 est 30 à 35% plus performante que la 2080 Ti. Et en ray tracing, à part sur assez bizarrement Shadow of the Tomb Raider, j'ai refait les tests aussi. Et bizarrement, j'avais pas un plus gros gain que ça. C'est un bon gain, mais je m'attendais à un petit peu plus sur ce jeu-là. À part sur celui-là, sur tous les jeux qui supportent le ray tracing, on a eu une augmentation des performances de plus de 40% en moyenne, justement avec le ray tracing activé. Donc là, on voit que Nvidia a vraiment fait des efforts pour encore plus améliorer le ray tracing et le rendre viable, vraiment à jouer même à du 120 fps en 4K. Et c'est très intéressant, évidemment, parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui supportent le ray tracing. Il y a rien que Cyberpunk 2077 qui arrive bientôt. J'ai vraiment hâte d'y jouer, qui supporte pleinement le ray tracing. Donc ouais, c'est assez important de voir aussi des améliorations à ce niveau-là. Maintenant, ce qui accompagne forcément les performances, c'est la chauffe et le niveau de refroidissement, ou plutôt le niveau acoustique de la carte. Est-ce qu'elle fait du bruit ou est-ce qu'elle n'en fait pas? Donc, c'est justement un des aspects que je voulais absolument tester avec cette Thunder Edition, qui est encore une fois très spéciale. Et honnêtement, elle est plutôt bien refroidie. En pleine charge pendant une demi-heure, un stress test d'ailleurs. C'était pas un jeu, c'était un stress test fait pour chauffer la carte graphique, qui chauffe plus que la plupart des jeux même. Elle était montée jusqu'à 77 degrés pour information. Et c'est selon moi plutôt bon parce que elle était très silencieuse. Elle était vraiment silencieuse. Alors j'ai déjà entendu, ou plutôt j'ai déjà pas entendu, des cartes custom qui étaient plus silencieuses. Mais franchement, par rapport à certaines cartes custom qui sont des fois même plus grosses, qui sont censées être mieux refroidies, elle est vraiment silencieuse. Et du coup, ça veut dire que vous avez aussi plus de marge. Si vous êtes en mode « Ah non, moi je m'en fiche du calme, je veux juste plein de performances », vous pouvez augmenter les ventilateurs et obtenir des meilleures performances encore. Et même l'overclocker, j'ai pas fait de test ici, moi, d'overclocking, j'ai pas encore assez de temps. Mais vous auriez largement, justement, la marge. Et ça, c'est selon moi une grosse upgrade par rapport au RTX 2000 qui avait un peu de marge au niveau overclocking avec le refroidissement, mais il fallait vite faire monter le ventilateur et il faisait quand même plus de bruit quand vous le faisiez monter. Là, non, vous avez vraiment de la bonne marge qui vous permet de vraiment en tirer pleinement parti. Donc oui, ce modèle Thunder Edition est plutôt bien designé. Il y a évidemment une interrogation avec ce fameux ventilateur à l'arrière qui techniquement souffle de l'air directement dans le CPU, ou plutôt devant le CPU, ou le refroidissement du CPU. Mais selon moi, oui, ça va peut-être augmenter de quelques degrés le CPU, mais selon moi, le truc, c'est que sur les anciens modèles Thunder Edition, ou même les modèles custom, la plupart de l'air sortait sur le côté, ici, sur la tranche, et montait évidemment naturellement le long du boîtier. Donc ça finissait quand même certainement dans le ventilateur du CPU. Donc pour moi, je crois pas qu'il y ait une énorme différence que ça. Par contre, là, à l'arrière, là, il y a une grosse différence. Le gros de l'air que j'ai senti sortir de cette carte sortait par l'arrière. C'est pas étonnant qu'ils aient laissé une aussi grosse ouverture justement au-dessus des ports parce qu'il y a énormément d'air qui sort par là. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que cet air chaud ne finit pas dans votre boîtier. Il finit derrière, dehors. Et ça, il n'y a pas toutes les cartes custom qui font aussi bien ça. Je dirais même que très peu de cartes custom arrivent à sortir beaucoup d'air par l'arrière ici parce que bien souvent, tout sort sur le côté, honnêtement. Maintenant, parlons alimentation et de consommation de cette carte. J'ai pas pu faire plus de tests que ça, je vais être très honnête. J'ai pas forcément les outils qu'il faut, même s'il existe des outils logiciels que fait Nvidia, notamment il y a FrameView qui existe, qui vous permet de voir la consommation ainsi que les performances de votre carte Nvidia. Ça marche plutôt bien, mais je n'ai pas eu plus le temps de tester comme j'ai dit. Mais par contre, un truc qu'on peut parler niveau consommation, c'est évidemment ce fameux connecteur d'alimentation que vous allez devoir brancher dans la carte. Donc c'est un connecteur 12 pins et Nvidia fournit avec toutes les Thunder Edition un adaptateur, donc pas d'inquiétude. Sur la 3080, c'est un double 8 pins vers 12 pins, pour ceux qui se demandent. Donc tant que vous avez deux 8 pins classiques pour votre carte graphique, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Vous les branchez et puis vous branchez dans la carte et ça marche nickel. Alors, c'est pas la solution la plus élégante selon moi, donc j'étais un petit peu... Je dois bien avouer d'un point de vue de design, c'est le truc où j'étais un peu en mode ça aurait pu être mieux quand même. Parce que toute la carte est très bien designée et puis vous avez juste ça qui traîne au-dessus en fait. Parce que quand vous le branchez dans la carte, comme vous pouvez voir, ça traîne juste au-dessus là et on croirait genre des antennes ou je ne sais quoi. C'est un peu particulier. Même si vous faites un effort à bien ranger les câbles, bien connecter,
ça se voit. Ça se voit qu'il y a un peu de câble qui traîne à côté de la carte graphique. S'il l'avait rendu juste un petit peu plus long pour qu'il disparaisse derrière la carte mère, ça aurait été parfait. Mais voilà. Bon, c'est pas hyper grave, encore une fois, parce que la carte marche très bien avec ça. Vous allez avoir des constructeurs d'alimentation qui vont certainement faire des câbles custom qui peut-être se branchent dans 2 8 pins sur votre alimentation et puis vont vers un 12 pins. Non, probablement, certainement, il y aura des solutions pour ceux qui veulent quelque chose d'esthétique. En attendant, ça marche très bien. Ok, alors maintenant, je vous propose de parler un petit peu de technologies qui sont arrivées avec cette nouvelle génération, ainsi que outils qui a sorti Nvidia, parce qu'il y a des trucs plutôt intéressants selon moi. Donc, évidemment, il y a le ray tracing et le DLSS, ça vous le connaissez assez bien. Le ray tracing vous permet d'avoir des effets de lumière beaucoup plus réalistes dans les jeux vidéo. Le DLSS, lui, vous permet de faire le rendu du jeu vidéo à une plus basse résolution native que votre écran. Donc si vous jouez en 4K, ça le fait par exemple en 1440p. Et puis, ça repasse cette résolution avec de l'AI, du deep learning en 4K. Et avec le DLSS 2.0, en tout cas, selon moi, les résultats sont très bons. Et vous avez un assez bon gain de performance. Donc ça, ces 2 technologies-là, on les connaît bien. Je ne vais pas vous embêter plus. Vous les connaissez très bien. Maintenant, nous avons d'autres technologies qui sont arrivées. Une autre technologie intéressante sur la carte, c'est ce port HDMI 2.1 qui arrive enfin sur les PC. Je vous rappelle que vous avez déjà des TV qui supportent le port HDMI 2.1. Les nouvelles consoles, évidemment, vont le supporter. Et il permet de faire du 4K jusqu'à 120 fps. Genre sans aucune compression ni rien. Normalement, jusqu'à maintenant, si on voulait faire ça, il fallait passer par un câble DisplayPort sur PC. Et le problème, c'est qu'évidemment, les TV n'ont pas de port DisplayPort, forcément. On a aussi maintenant le support de G-Sync à travers l'HDMI. Ça, c'est très important parce que vous avez des nouvelles TV qui arrivent en 120 fps, 120 Hz, 4K et qui ont G-Sync aussi intégré. Et ça va juste être génial, quoi. Pour ceux qui veulent jouer aussi sur leur TV, qui veulent pas forcément juste jouer devant leur écran, dans leur bureau ou autre chose, c'est juste génial. Donc c'est cool de l'avoir et c'est même selon moi un must de l'avoir, surtout en 2020. Une autre technologie ou un ensemble de technologies plutôt qui arrive, c'est Nvidia Reflex qui en gros vous permet de mesurer la latence de votre système. Donc pas juste le temps qu'il faut pour faire le rendu d'une image, carrément toutes les étapes qui rajoutent de la latence pour que quand vous appuyez sur une input, votre clavier, votre souris, et que ça finisse par apparaître sur votre écran, vous voyez le détail d'un petit peu tout. Vous avez même aussi un mode basse latence qui sera supporté dans plusieurs jeux. Donc là, notamment, il y a 3 jeux qui le supportent déjà. Donc vous avez Apex Legends, Fortnite ainsi que Valorant et qui permet de réduire jusqu'à 50% la latence. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui essaient justement d'optimiser ça. Bon, personnellement, je suis toujours mauvais dans ces jeux, donc ça ne changerait rien pour moi. Mais si vous êtes déjà un joueur assez haut niveau, que vous avez déjà un très bon écran, une très bonne carte graphique et tout, ça pourrait vous permettre de juste gagner un petit peu plus d'avantages par rapport aux autres. Ensuite, vous avez Nvidia Broadcast, qui est selon moi le plus intéressant ici. C'est peut-être parce que je suis streamer, YouTuber aussi, mais bon. Dans tous les cas, il vous permet notamment déjà d'avoir RTX Voice directement intégré. Donc RTX Voice en standalone n'existe plus vraiment. Il est intégré à Nvidia Broadcast. Et du coup, RTX Voice, on l'avait déjà testé lors d'un Texama Show, ça permet d'enlever le bruit d'arrière-plan. Donc si vous avez souvent des voisins bruyants ou quelqu'un qui passe l'aspirateur ou autre chose, ça enlève très bien le bruit, franchement. Donc c'est vraiment utile pour ceux qui ne peuvent pas se débarrasser du bruit derrière eux. Évidemment, un joueur e-sport professionnel certainement aurait un studio assez silencieux, mais pour monsieur tout le monde, c'est certainement le plus intéressant. Et il n'est pas juste utile pour streamer, ça pourrait être aussi utile si vous êtes en réunion ou vous appelez quelqu'un sur votre PC. Vous avez ensuite des outils au niveau de la caméra qui permettent notamment d'étourer sans avoir de fond vert. Donc ça vous isole et c'est comme si vous aviez un fond vert. Ça marche plutôt bien, j'avais pu le voir en direct là quelques temps et on peut le tester de toute façon maintenant vu que Nvidia Broadcast va sortir. Mais ça marche plutôt bien, c'est pas parfait toutefois, même sur la démo officielle vous pouvez voir quelques petits trucs dans les cheveux où il a un petit peu plus de mal. En même temps, c'est vraiment compliqué au niveau des cheveux. Bon, pour moi, c'est pas un problème, je suppose. Donc, ça va, je pourrais l'utiliser pleinement, c'est génial. Mais, selon moi, le plus intéressant encore, parce que les fonds verts, c'est cool, mais le plus intéressant encore, c'est l'outil de flou d'arrière-plan qui, là, vous permet de donner un côté qualité à votre stream parce que les webcams n'ont pas un très bon flou d'arrière-plan. Le capteur est trop petit pour ça. Et ce qui, selon moi, différencie vraiment une webcam d'une caméra de qualité comme j'ai, c'est que moi, quand je me rapproche, vous devez le voir, tout est flou derrière.
je m'éloigne, c'est toujours flou. Mais plus je suis proche de la caméra, plus c'est flou, parce que le capteur est plus grand. Bien là, ça vous permet d'avoir le même effet sans avoir une grosse caméra. Et selon moi, c'est très intéressant parce que ça vous permet... Vous n'avez pas les mêmes problèmes du détourage, ou peut-être ça peut un peu des fois faire des ratés dans les cheveux, parce que ça se verra pas avec le flou, tout simplement. Ça se verra beaucoup moins en tout cas, surtout si vous mettez la webcam en plus petit dans un coin, ce sera... Enfin, tout le monde n'y verra que du feu. N'exagérez pas trop sur le flou parce qu'au bout d'un moment, ça fait pas très naturel. Mais ouais, selon moi, c'est le plus intéressant. Vous aviez aussi un système de tracking. Donc là, vous pouviez bouger votre tête et genre la caméra, ou plutôt Nvidia Broadcast, recadre automatiquement la caméra sur vous. Pratique, mais pas forcément le plus pratique pour tout le monde. C'est surtout pour les gens qui aiment bien bouger, je suppose. Donc ça vous permet de mettre juste peut-être une webcam 4K un peu plus loin, qui capture bien la pièce, et puis juste rezoomer sur votre corps, quoi, et comme ça vous êtes toujours présent sur la webcam. Donc ça peut être intéressant dans ce sens là. Vous avez aussi ensuite Omniverse Machinima qui devrait bientôt arriver, il arrive normalement en octobre, qui est en gros un outil pour créer des machinima. Donc les machinima, ce sont des vidéos un peu scénarisées dans les jeux vidéo. Donc on en voit beaucoup dans Minecraft notamment, mais on en voit aussi, on en a vu dans Fortnite et tout. Donc il y a des jeux qui rajoutent des outils pour le faire, mais c'est jamais parfait non plus. Et bien souvent, il y a beaucoup de jeux où c'est impossible de le faire, où vous devez installer des mods ou autre chose. Le but de cet outil, c'est que vous pouvez importer des assets de jeux qui le supportent et juste faire littéralement une machinima, une mini vidéo dans un univers de votre jeu favori facilement. Et ça, c'est vraiment cool. Il y avait même un outil de tracking avec la caméra qui, en gros, peut détecter les mouvements que vous faites et les retranscrit sur un personnage dans l'outil. Donc, c'est vraiment bien foutu. Après, pas encore sous la main, donc faut voir ce que ça donne. Mais selon moi, ça pourrait être l'un des outils les plus intéressants aussi pour beaucoup de gens. Une autre petite nouveauté au niveau technologie, c'est maintenant que le décodeur Nvidia qui est intégré au GPU, qui permet de décoder des vidéos en 4K et tout ça, qui du coup vous permet d'éviter de le faire avec votre CPU, donc c'est beaucoup plus efficace, supporte maintenant le décodage en AV1. AV1, c'est un codec qui permet de extrêmement bien compresser les vidéos, mais qui est très lourd du coup, et donc l'avoir supporté dans le décodeur Nvidia, ça veut dire que vous pouvez lire des vidéos en AV1 très facilement. Et ça, c'est très important pour le futur parce que plus en plus de sites vont utiliser la V1. Il y a déjà YouTube qui ont quelques vidéos en AV1, mais il va en avoir de plus en plus dans le futur et c'est important que ce soit décodable directement dans n'importe quel PC qui regarde les vidéos. Et ça vous permettra de, par exemple, si vous n'avez pas une meilleure connexion, de voir une vidéo en meilleure qualité. Bon, évidemment, il faut que ce soit supporté par les sites. Et enfin, la dernière technologie, c'est RTX I/O. Et ça, c'est en partie basé aussi sur une technologie de Microsoft, par information. Donc, Microsoft va permettre l'année prochaine de, en gros, prendre des données d'un SSD, par exemple des textures, le plus important, les envoyer directement vers la carte graphique et les décompresser avec la carte graphique directement dans la mémoire de celle-ci. Et du coup, ça vous permet d'éviter le CPU. Ça permet aussi d'utiliser la carte graphique qui est beaucoup plus efficace à décompresser. Parce que ici, pour un SSD PC Express 4.0, pour information, pour décompresser à pleine vitesse des données qui seraient compressées dessus, il vous faudrait 24 cœurs CPU. Ici, avec justement RTX I/O, ça utilise un petit peu de la carte graphique, presque rien, et ça utilise un demi-cœur CPU à peine pour gérer juste un petit peu l'échange. Et derrière, vous avez aussi des textures qui sont directement décompressées dans le buffer de la carte graphique. Donc ça veut dire que ça augmente les performances dans les jeux vidéo parce que ça charge plus vite les textures, ça peut les afficher plus vite. Et aussi, ça permet d'éviter de perdre du temps avec le CPU qui peut-être va ralentir un petit peu le jeu derrière. Donc, une très bonne technologie qui sera évidemment présente dans les Xbox Series X et Series S pour ceux qui se demandent. C'est le même genre de technologie, donc c'est quelque chose d'important pour le futur parce que le truc, c'est que les textures, surtout quand on passe en 4K, en 8K, il nous faut des textures très haute résolution qui prennent énormément de place et il faut tirer pleinement parti des SSD. Maintenant qu'on a parlé des technologies, il y a quelques questions, je pense que les gens vont poser directement, donc je vais y répondre. Où est le slot NVLink? Il n'y en a plus. Sur cette 3080, en tout cas, il n'y a aucun slot NVLink, donc vous en mettez une et pas deux. Vous pourriez en mettre deux techniquement, mais elles ne seront pas liées par NVLink. Et selon moi, c'est un choix logique. Le SLI est mort et enterré. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt, même avec une 2080 Ti, d'en avoir deux et de mettre un pont NVLink. Pas beaucoup de jeux, et pas beaucoup de gens le font surtout. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, selon moi, pas vraiment un problème. Et maintenant, une autre question très importante qu'on va poser, c'est au niveau de ce slot PC Express.
Il est en 4.0 évidemment, donc en x16 4.0. Et du coup, idéalement, il faudra le mettre en toute logique dans un système qui supporte le PCI Express 4.0. Le problème, c'est si vous avez un Core i7 ou un Core i9 qui serait parfait pour cette carte, bah, ils sont en PCI Express 3.0. Alors déjà, premièrement, rassurez-vous, le PCI Express 4.0 est rétrocompatible. Donc, vous pouvez mettre cette carte dans une carte mère avec du PCI Express 3.0, ça marchera. Ça marchera nickel, il n'y a aucun problème. Et selon Nvidia, ils ont fait des petits tests de performance, il faut que j'en fasse de mon côté. Il n'y a pas encore un besoin pour cette carte d'avoir le PCI Express 4.0. Avec RTX IO, ça pourrait changer, évidemment, parce que là, ça utilisera pleinement la bande passante du PCI Express 4.0 pour décompresser des énormes fichiers. Mais pour le moment, il n'y a pas une énorme différence. Il faudra voir ce que ça donne, évidemment, sur les RTX 3090, notamment. Mais oui, si vous inquiétez pour la 3080, si vous avez un PC avec un Core i7 ou un Core i9, ne vous inquiétez pas, ça marchera très bien. Ok, alors c'est l'heure de la conclusion pour cette 3080 maintenant. Donc, d'un point de vue performance, elle est juste excellente. Pour 719 €, vous avez un niveau de performance qui est largement supérieur à une 2080 Ti, qui coûtait, ou qui coûte toujours d'ailleurs, 1200 €. Donc là, il n'y a même pas de comparaison. On a aussi du coup des technologies intéressantes. Bon, ça, tout le monde ne sera pas forcément intéressé, mais le ray tracing est de plus en plus supporté. Le DLSS 2.0 qui, selon moi, est le plus sous-estimé, qui est le plus intéressant parce que ça permet de vraiment booster les performances en gardant une qualité excellente. Donc ça, c'est très important, surtout avec les écrans 4K ou même les écrans 8K qui arrivent, même si tout le monde ne va pas en acheter, c'est quand même assez important. Pour ceux qui sont du coup, faisons des petits scénarios. Pour ceux qui ont une 2080 Ti, si vous passez à cette 3080, vous avez réellement des meilleures performances. Jusqu'à 30% comme j'ai dit, même un peu plus de 30% de base, et jusqu'à 40% même dans certains jeux ray tracing, et même encore plus pour par exemple Doom Eternal qui avait plus de 50% de performance en plus, enfin bref. Pour les autres, les processeurs de 2080, 2080 Super, 2080, 2080 Ti, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont attendu, ou même de 980 et tout ça, pour moi c'est le moment d'upgrade. C'est juste une upgrade parfaite pour vous. Évidemment, les cartes AMD aussi arrivent, elles sont au tournant, hein, elles devraient bientôt arriver, donc il faudra voir ce que ça donne. Mais si de toute manière vous êtes déjà en mode non, je veux juste une carte Nvidia parce que j'aime les technologies Nvidia, pour vous, c'est vraiment le moment parfait pour upgrade. On a aussi évidemment la fameuse 3070, 3070 qui arrive bientôt, donc ça on verra aussi ce que ça donnera. Elle aussi, selon moi, devrait être très intéressante, mais il faut voir évidemment des tests. Et ainsi que la 3090. La 3090 est moins... Elle est chère. Soyons honnêtes, elle est chère. Après, c'est techniquement une Titan. Elle est un peu particulière. C'est pas un test de la 3090 ici, donc je vais pas en parler plus. Mais yep, c'est un peu une carte particulière. Mais une chose est sûre, oui. La 3080, selon moi, est juste excellente. Et donc voilà, c'est tout pour cette review. L'avez-vous apprécié? J'espère. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Merci à Nvidia d'avoir fourni l'exemplaire de test pour cette vidéo. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Peut-être des reviews des 3070 et des 3090, qui sait, hein? Peut-être, je ne crois pas. On verra bien. Dans tous les cas, merci à tous et on se retrouvera pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao!